C'est parti. Donc bonjour et bienvenue à tous. Je suis Marianne Bernasconi. Je suis, je dédie en tout cas mon temps à, aider les écosystèmes naturels et humains à se régénérer et donc pour ça, j'aime bien interviewer des personnes qui, chacune et chacun dans leur domaine, vont œuvrer à différents niveaux pour les humains, pour l'environnement, pour les écosystèmes naturels. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Ferrandou. Donc Simon, quelque chose qui m'a particulièrement marqué dans ce que tu fais, on se connaît, on habite dans la même ville, mais j'avais, regardé une conférence que tu avais enregistrée sur Sisyphe, le mythe de Sisyphe et le lien avec le bousier et en fait, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est ta façon, en tant que philosophe et poète, chercheur indépendant, d'aller chercher des informations anciennes et de faire le pont avec aujourd'hui, de faire le pont entre différentes traditions, africaine, celtique. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut raisonner de nouveau avec l'environnement aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Bonjour Marianne, bonjour à toutes et à tous. Écoute, je pourrais répondre à cette question de différentes façons, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, tout cela remonte à mon enfance, et j'ai gardé beaucoup de souvenirs de cette période dans laquelle je vivais en pleine nature, en montagne. Mais je vais en choisir une pour répondre à ta question. Je vais peut-être juste expliquer de quoi il en retourne quand tu poses cette question. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais en fait? Je pense que ce que je fais tout simplement, c'est que je nourris ma passion. J'ai un parcours d'autodidacte, je suis vraiment passionné par les sciences naturelles, le cosmos, le monde, tel qu'il est, l'histoire, enfin, un peu tout me passionne et ce que je fais tout simplement au quotidien, c'est que j'apporte du grain à moudre à cette passion. J'essaye de débrouiller tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans toutes ces notions chez les humains, mais je pense que c'est normal aussi parce qu'il y a tellement de thèmes qui nous préoccupent, tellement de sujets qui nous occupent et j'essaie d'éclaircir déjà pour moi-même, de synthétiser la vision que j'ai de tout ça, de l'histoire humaine, qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui et je pense que tout a commencé en fait, par la nature. C'est pour ça aussi que cette conférence sur Sisyphe, j'ai proposé une espèce d'hypothèse naturaliste. Un petit scarabée bousier qui pousse sa boule dans la nature aurait pu donner le mythe de Sisyphe grec qu'on connaît aujourd'hui, pourquoi pas? C'est une hypothèse de travail. Je pense que tout vient de la nature. J'ai vraiment grandi en pleine nature sauvage, sur un flanc de montagne, voilà, dans notre région, le midi de la France et j'ai vécu tout un tout un panel d'expériences, en fait, sensorielles dans cette nature. J'y étais très, très libre, hein, notre mère, on était une fratrie, notre mère nous laissait vraiment, très libres et voilà, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, c'était en plein été, je marchais pieds nus, possiblement tout nu, enfant, très petit, dans un lit de rivière asséché, près de chez moi et je regardais les rochers. J'étais vraiment petit, hein. Je sais pas, entre 5 et 7 ans et à un moment, je retourne une roche que j'avais trouvée jolie ou qui m'avait interpellé et je découvre un fossile d'amanite derrière cette roche et ça a créé quelque chose dans mon esprit comme un tournant. Je me suis dit: «D'accord, il y a 2 faces à ce monde». J'étais dans ce lit de rivière et puis, tout était, neutre, normal, les rochers étaient comme ils étaient et il m'a suffi de retourner une pierre pour découvrir un autre monde, insoupçonné, invisible jusqu'à présent. Après quand j'ai fait mes recherches, quand j'ai étudié les fossiles, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un ça ouvrait tout un champ une profondeur historique en fait et qu'on remontait à des millions d'années à un monde qui avait été englouti et voilà, ça c'est ce qui a fait, je pense, entre autres, que j'en suis là aujourd'hui. Ça m'a passionné, je me suis dit: «D'accord, je vais à partir de maintenant, retourner le rocher de chaque chose que je croise dans ma vie, tous les sujets, les personnes, n'importe quoi. Puis je vais aller regarder le dessous des cartes». OK, parfait, super belle métaphore et donc justement en retournant, cette face cachée, qu'est-ce que tu découvres aujourd'hui et qu'est-ce que tu proposes en tant que chercheur, philosophe, poète? Mmh. Aujourd'hui, au final, je suis écrivain,
chercheur indépendant, donc je ne fais pas partie de laboratoire de recherche universitaire, mais je suis possiblement en contact avec des universitaires, ça me semble très important. J'essaie de produire du savoir sur, les sujets qui actuellement me passionnent. J'ai créé notamment un tarot, pour ceux qui aiment les jeux de cartes avec mon père, et je suis en ce sens tarologue depuis 3 ans maintenant. Je produis des savoirs et des discours à propos de ce tarot et du tarot de Marseille en général. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce que je lance ma formation, pour initier les gens à ce nouveau tarot, depuis 5 ans, j'animais des ateliers en nature justement. J'avais appelé ça les rituels sauvages. C'est l'un de ces rituels qui t'a amené à m'inviter à ce webinaire. Tout à fait. J'avais proposé dans la ville où on vit, la petite ville de Vence, une ville médiévale, un village en fait, un atelier qui permettait d'observer le ciel au moment du solstice d'été et qui nous permettait peut-être de faire une observation astronomique qui est peut-être à l'origine de la fondation du vieux village gaulois de Vence. Donc voilà, j'avais appelé ça les rituels sauvages. On se regroupait en nature ou dans des villages et puis on faisait des cérémonies pour les saisons. J'ai animé ces ateliers voilà, pendant 5 ans, c'était super. Maintenant, je forme les gens au tarot que j'ai créé. J'écris poésie, contes, je diffuse du contenu et puis je fais beaucoup de communication à propos du résultat de mes recherches en tant qu'indépendant. Et parmi ces recherches, ce qui m'a particulièrement marqué, effectivement, c'est cette idée d'essayer de comprendre la sagesse ancestrale sur, la façon de concevoir un espace naturel. Et donc on avait discuté effectivement d'aller observer les étoiles, essayer de comprendre comment Vence a été bâti. Alors et comme tu me le disais, finalement, ça n'a pas pu avoir lieu parce que le ciel était, nuageux. Mais tu m'as aussi parlé, en fait, de la façon dont les Celtes organisaient, l'espace avec, les différents dolmens, les menhirs. Et la question que je veux te poser, c'est quelle est la différence fondamentale entre la façon dont, les anciens voyaient l'espace et bâtissaient l'espace et la façon dont on le fait aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a une différence majeure. Alors, je vais prendre quelques pincettes pour commencer, hein, puisqu'on entre dans le vif du sujet. Tout ceci méritera des nuances, hein. Bien sûr, on a peu de temps, donc voilà, je vais exposer quelques thèmes, quelques sujets, surtout pour nous inspirer et puis pour qu'on développe des idées ensemble. Mais tout ce dont je vais parler requiert de la prudence, de la nuance, surtout quand on parle des mondes anciens. Et ce sont des sujets qui sont décortiqués par les chercheurs universitaires comme les indépendants. Heu et voilà et on en découvre toujours du nouveau, quoi, donc je pense que la différence entre les anciens, d'habitude, ce qu'on appelle anciens avec un A majuscule, ce sont ceux qui nous ont précédés, surtout avant les temps historiques, avant l'écriture, hein, mais bon, on va englober dans ces anciens simplement les humains qui vivaient avant nous. Il y a beaucoup de peuples humains autour de cette planète qui, quand ils bâtissaient leur ville ou leur village ou leur site sacré, se préoccupaient beaucoup de l'environnement. De l'environnement dans un sens, astronomique, symbolique, allégorique. Parce que bien sûr, nous aujourd'hui, les modernes, on va parler pour nous occidentaux, c'est ce qu'on connaît, c'est notre monde, on est des occidentaux. Bien sûr que nous aussi, on se préoccupe de l'environnement. On sait bien dans les villages d'ici, de l'arrière-pays par exemple, que les gens doivent tout le temps, quand ils veulent bâtir leur maison propre par exemple, aller voir la mairie. Est-ce que le terrain est constructible? Est-ce qu'il... Voilà, bon, donc on se préoccupe. Mais ce sont des préoccupations un peu contingentes, un peu matérialistes, qui sont essentielles, bien sûr. Il ne faut pas que la maison s'écroule dans un glissement de terrain, mais ça ne va pas vraiment au-delà. Or, sur ce même territoire où on vit, à une époque où d'autres cultures étaient présentes, par exemple la culture gallo-romaine, ou juste avant la culture celte, ou les cultures celtes, eh bien, ceux qui font partie de nos ancêtres avaient bien plus de préoccupations. Et ils déployaient en fait leur bâti dans toute une géographie. C'était la façon qu'ils avaient de regarder leur environnement qui était différente. Ça, c'est, je pense, quand même une certitude, parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à connaître, on n'y était pas. Mais le fait qu'ils voient l'environnement de façon différente, ça, je pense qu'on peut en être certain. Et il y a, voilà, on pourrait parler de différents peuples, mais il y a beaucoup de peuples différents et qui, en plus, avaient des façons de vivre différentes. Je pense à des peuples nomades ou semi-nomades ou sédentaires. Tout ça, c'est très différent. Et pourtant, dans chacun de ces modes de vie, des peuples baptisés, par exemple, baptisés, c'est un joli lapsus, baptisés et bâtissés,
par exemple, leur temple sacré en fonction de la carte du ciel. Donc, ils orientaient possiblement leurs monuments. On peut parler de l'Égypte ancienne, hein, qui toute la vallée du Nil jusqu'à la Nubie, je veux dire l'intégralité des monuments, c'est ce qu'avancent des chercheurs universitaires aujourd'hui, étaient orientés en fonction du ciel. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Je pense que si on regarde aujourd'hui comment on bâtit, ça n'a plus rien à voir. Alors, est-ce que tout ceci faisait que, je ne sais pas, quelqu'un qui entre dans un temple qui est aligné avec une constellation, admettons, est-ce que ça faisait que cette personne devenait un surhomme? Je ne pense pas. Par contre, je pense que quand on entre dans un lieu qui a été bâti en fonction de l'environnement terrestre et céleste, on se sent bien. Or, je pense que quand on est des humains, se sentir bien, c'est extrêmement important. Parce que plus un grand nombre d'humains se sentent bien, je pense, plus l'énergie est positive, Mmh. simplement sur cette planète ou voilà, dans les lieux où on vit, quoi. Et c'était peut-être une de leurs préoccupations principales. Ah ça, c'est, extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui, tu disais, on se préoccupe vraiment des aspects matériels humains, en fait, vraiment cette horizontalité humaine et en même temps, les anciens avaient une perspective beaucoup plus globale qui reliait la terre, l'humain et le ciel et essayer de s'insérer dans ces 2 dimensions, ces 3 dimensions, pour pouvoir créer des bâtiments qui créent aussi cette notion d'harmonie. Quand tu dis, faire en sorte de bien se sentir, c'est aussi, créer l'harmonie. Et ça, on le retrouve, dans énormément de traditions. Ce que j'avais pu observer aussi, c'est que les villes vernaculaires, donc les villes en fait qui sont, construites avec les matières, locales, hein, qui sont faites, vraiment, de manière, on va dire artisanale. C'est-à-dire que c'est les gens eux-mêmes qui construisaient leurs maisons avec tout ce qu'ils trouvaient, autour de chez eux et c'est ce qu'on retrouve à peu près partout dans le monde, quand on regarde les villes un peu, anciennes. Bah, on se rend compte finalement que c'est ça aussi en tant qu'humain, en tant que touriste, c'est ça qu'on va aller chercher. Alors que ce que produit aujourd'hui l'humanité, le système, on va dire capitaliste, hein, si on veut peut-être c'est un raccourci, mais en tout cas, ça va être des centres-villes complètement, uniformisés, où on retrouve toujours les mêmes boutiques, qu'on aille à Shanghai, qu'on aille, aux États-Unis, en Amérique du Sud et cetera. Donc qu'est-ce que ça peut nous apprendre aussi cette diversité du bâti, cette façon de se situer comme ça dans l'espace différemment? Qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre si on faisait changer aussi nos pratiques? Je pense qu'on se sentirait mieux. Je vais rester aujourd'hui peut-être sur ce stade parce que bien sûr, j'ai évoqué l'ancienne Égypte. Il y a des bâtiments dans la vallée du Nil qui sont par exemple orientés avec l'étoile Sirius ou la constellation d'Orion parce qu'ils représentaient le dieu Osiris et la déesse Isis voilà, qui étaient les principales divinités de leur panthéon. Tout ceci harmonisait la religion avec la foi des gens du lambda, du quotidien, entre guillemets. Donc, ça harmonisait les castes entre elles, les politiques, les religieux, les travailleurs, bon, etc., etc., etc. Donc, leur préoccupation est extrêmement profonde et ils se sentaient en lien avec la divinité, avec leur croyance en la résurrection de l'âme, etc. Donc, tout ceci est très profond. Mais ils se sentaient bien, tout simplement, quand ils entraient aussi dans leur lieu. Et ça peut être déjà, je pense, une porte d'entrée. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, occidentaux, on bénéficie de moyens extraordinaires en regard de l'histoire humaine. J'entends souvent des gens, quand je parle d'Égypte ancienne, qui me disent: «Oh là là, c'est tellement fascinant leur niveau technologique de l'époque». Oui, mais je peux vous dire que si des anciens Égyptiens venaient aujourd'hui, des prêtres ou des bâtisseurs, ils seraient aussi fascinés par ce qu'on fait et qu'on produit. Vraiment, je pense vraiment. Je dis pas ça par démagogie. Je pense qu'il pourrait y avoir de fabuleux échanges. On a une telle capacité de destruction aujourd'hui qu'on en oublie souvent aussi le côté incroyable de ce qu'on est capable de réaliser. Et je pense aussi qu'on peut avoir comme certitude que aucun humain, aucune humanité par le passé n'a eu les moyens qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça qui est paradoxal et fou. C'est qu'avec ces moyens prodigieux, on n'arrive pas pour l'instant, en tout cas en Occident, peut-être certains pays du Nord, bon, à voir, mais on n'arrive pas à s'aligner avec nos envies, quoi.
On aurait envie que tout à coup on bâtisse différemment les villes pour peut-être qu'elles aient plus de liens avec l'environnement local, pourquoi pas le ciel, juste aligné avec les solstices, parce que c'est super d'arriver dans un coin de sa ville ou de son village et de pouvoir voir un phénomène solsticiel qui s'aligne avec les bâtiments de sa ville, pourquoi pas. Mais rien que déjà dans l'environnement local. On aurait envie de ça, beaucoup de gens auraient envie ou de verdir un petit peu plus les villes, bon, etc. Il y a tellement de propositions. Et on n'arrive pas pour l'instant à aligner nos envies, mais on a tous les moyens. Bon, c'est le paradoxe de notre époque. Je pense que tout simplement, voilà, accéder à des propositions comme ça nous permettrait de nous sentir mieux. Et je pense que c'est important parce qu'on est extrêmement stressé aujourd'hui. On est extrêmement, c'est anxiogène en fait notre univers. Donc c'est paradoxal. Voilà, on a des moyens incroyables, mais on est anxieux. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Et puis, je voulais peut-être ajouter une petite nuance, c'est que c'est infini ce champ d'investigation. Et moi, en fait, c'est pour ça que j'essaie de rester très ouvert, parce que on a des problèmes aujourd'hui, nous, avec notre mondialisation. Mais il faut savoir que de tout temps, bon, de tout temps, non, mais depuis très longtemps, et depuis au moins la préhistoire, ce sont les fouilles archéologiques qui le montrent, c'est la paléoanthropologie qui le montre, une certaine mondialisation existe. Mmh. C'est-à-dire que certains de nos ancêtres ont connu une certaine mondialisation qui n'avait rien à voir avec la nôtre. Mais par exemple, les bâtiments de Stonehenge, pour prendre un site mégalithique qui est sans doute orienté en fonction aussi des astres ou des phénomènes de solstice, etc., on sait aujourd'hui qu'une partie des pierres qui ont servi à bâtir ce site venaient de centaines de kilomètres. Donc on n'est pas là dans un bâti vernaculaire dans le sens que tu l'évoquais, où on reste dans le local. À l'époque de l'Égypte ancienne, ils allaient chercher des plantes ou des pigments ou des épices, les anciens Égyptiens, donc en Afrique, au Pakistan, Kurdistan, c'est le nom des pays aujourd'hui, ça ne s'appelait pas comme ça. Vous rendez compte, dans les montagnes de l'Inde, ils avaient ces échanges. Puis il y avait la route de la soie avec la Chine. Donc une certaine mondialisation existait déjà et les échanges avaient lieu. Et en Amérique, c'est pareil, hein, les fouilles nous montrent que sur tout le continent Amérique du Nord, par exemple, les peuples et les civilisations amérindiennes échangeaient. On retrouve des objets des uns sur la côte ouest, des autres sur la côte ouest, etc. Donc ça se mondialisait d'une certaine façon. Alors est-ce qu'il faudrait cesser, nous, la nôtre de mondialisation? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait qu'on bâtisse tout en local? Je ne sais pas. Une partie, oui. Le local, c'est magique comme inspiration. Moi, j'adore. C'est très inspirant. Mais peut-être pas fermer tout. Enfin, voilà. Peut-être pas jeter les bébés avec l'eau des bains, quoi. Il y a, c'est intéressant, il y a une croyance que j'avais qui fait surface en t'écoutant et en fait, je me disais finalement le problème de l'humanité a démarré quand on a arrêté d'être, nomade. Parce que finalement la nomadité crée de la légèreté sur notre empreinte sur la planète. C'est-à-dire il y avait cette notion de suivre, de voyager avec les saisons et les troupeaux, d'avoir des campements, temporaires et d'utiliser que ce qu'on trouve sur place. Et pour avoir fréquenté aussi des peuples, nomades en Asie centrale, j'ai vraiment pu vivre et ressentir en fait ce que ça voulait dire. Et en même temps, en t'écoutant, je me dis: «Finalement, il y a quand même de nombreux peuples, anciens» et d'ailleurs aussi en Amérique du Nord où j'ai la chance de voir, quelques très, très anciennes, villes, enfin villages, on va dire, amérindiens et on voit que finalement cette sédentarité, elle pouvait avoir du sens et elle pouvait créer cette harmonie. De par la façon dont elle était disposée, de par la façon dont elle était, conçue. Mais peut-être qu'il y a alors je me pose la question, en même temps, j'ai des éléments de réponse qui me viennent à l'esprit. J'allais dire, il y a peut-être une notion de taille et en même temps, là, je pense au peuple, aztèque et inca qui avait des gigantesques villes. Donc c'est une réflexion ouverte et plusieurs, sujets qui me viennent à l'esprit sur la nomadité. Est-ce qu'il n'y a pas une taille à respecter? Est-ce que des villes, trop immenses, en fait, sont pas des dévoreuses, en fait, d'humanité quelque part? Puisqu'elles enlèvent cette connexion, ce lien et elles nous, déconnectent avec, notre environnement. Oui, bon, moi je pense que la question de taille, oui, moi je pense qu'on devrait être attentif à la taille de notre, si on parle juste de la France, à notre taille en tant qu'humanité française. Ouais, je pense qu'on devrait être attentif. Il y a, c'est une question qui est aussi vieille que l'humanité. Il y a des tonnes, enfin, je veux dire, de tout temps, les humains ont soit
soit ne se sont pas préoccupés de la taille de leur groupe, de leur peuple, soit s'en sont préoccupés. Il y a plein de façons comment dire, de cadrer le nombre d'individus d'une civilisation donnée. Il y en a plein. Donc je pense que ça, c'est important. En effet, des trop grandes villes. Bon, après, moi, voilà, j'ai grandi dans la nature, tu prêches un convaincu. Pour moi, la ville, c'est un peu Babylone dans ma tête, hein. Je suis un peu resté naïvement à ça, quoi. Pour répondre sur l'autre aspect de ta question qui me semble vraiment intéressant, je vais vous montrer une ressource. Au commencement était, j'invite tout le monde à se procurer cette Bible du savoir qui est parue en 2021 et qui est écrite par deux très grands anthropologues, dont David Graeber, que beaucoup doivent connaître, qui a travaillé sur des aspects néfastes du capitalisme, les bullshit jobs, etc. Il est mort, hélas, juste avant l'apparition du livre, il y a 2 ans. Au commencement était, ces deux auteurs, justement, ont travaillé à montrer que, à la lumière des dernières découvertes, les 30 dernières années en archéologie, donc c'est extrêmement récent, il n'y avait pas encore de synthèse qui avait été faite et ils ont proposé la première synthèse. Donc ce livre est devenu un best-seller, hein, c'est une très bonne nouvelle, il a fait le tour du monde et il est trouvable en français. C'est un livre extrêmement important. Ils ont pu montrer justement qu'on avait jusqu'ici sans doute une vision naïve du nomadisme et de la sédentarité, que sans doute les choses ne se sont pas faites, on était nomade et on est devenu sédentaire. Et ils ont montré aussi qu'il y avait une pluralité de nuances à apporter, comme tu l'as évoqué dans ta question, à ce qu'on appelle sédentarité. Dans la formation que je donne aujourd'hui, je vais le montrer aussi, au tarot des Croix du Sud, qui est le premier tarot inspiré par le monde nomade, les Touaregs en l'occurrence, donc on est en Afrique dans le Sahara. Je passe mon temps à expliquer aux étudiants la différence entre le nomadisme et la sédentarité. Et je les oppose, c'est pour bien comprendre, mais à chaque fois après, je leur dis, il faut nuancer, en leur disant, voilà, la sédentarité telle qu'on la connaît, l'héritage chrétien, je vais faire court, hein, c'est déployé dans le temps, et nous, on est des êtres en France, en Occident, qui sommes pétris par la linéarité du temps et le fait que le temps a un début, un milieu et une fin, l'eschatologie chrétienne. Et notre sédentarité est complètement imprégnée et liée à cette notion. Et ça influe sur tout ce qu'on fait. Et le passage en France, il y a quelques siècles, de la religion à l'athéisme, n'a jamais effacé cette imprégnation. Parce que tout notre athéisme aujourd'hui est complètement religieux d'un point de vue paradigmatique. Et tout ce qu'on fait, et même la façon qu'on a de mener l'écologie, puisque c'est ça qui nous rassemble, mais tout, le Big Bang, toutes les hypothèses scientifiques, tout est tourné et imprégné par cette eschatologie chrétienne. C'est fou quand on prend un peu de recul. Voilà, on est comme ça. Et à chaque fois, je leur dis, faites attention, quand on arrive dans le monde nomade, les choses sont cycliques, il n'y a pas un début, un milieu, une fin. Mmh. Les nomades se déploient dans un espace, dans une géographie, et pas dans le temps, enfin, etc. Et pourtant, c'est pour finir sur ta question, si on prend l'exemple de l'Égypte ancienne, qui est le grand modèle de la sédentarité, qui a eu un modèle universel, qui a inspiré la terre entière, etc., dont on a des héritages partout, l'Égypte ancienne pharaonique, voilà une civilisation spécifiquement sédentaire, mais qui pourtant, exactement comme un peuple nomade, a étalé tous ses bâtis dans une géographie dans laquelle il se déplaçait en fait. Donc voilà, voilà je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça montre qu'il y a beaucoup d'espoir. Mmh. Ça montre qu'un peuple sédentaire comme nous on l'est aujourd'hui peut très bien être enraciné dans un territoire, mais pourtant regarder ce territoire avec beaucoup plus de mouvement et avec beaucoup moins d'immobilisme que ce que nous on fait aujourd'hui. Mmh. Certains peuples anciens l'ont fait. Mhm. Alors, imaginons que, on a un bâtisseur égyptien, on a un bâtisseur celte, ou pourquoi pas amérindien, je ne sais pas, qui serait présent et qui participerait à une réunion avec une collectivité sur un plan d'aménagement. Qu'est-ce que serait, à ton avis, leurs conseils? Avec l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un dialogue de sourds? Est-ce qu'il y aurait un dialogue qui pourrait être constructif? Ou dit autrement, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment apprendre et mettre en œuvre assez facilement, on va dire, aujourd'hui, sans vouloir tout changer? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre, si on était une collectivité? Je ne pense pas du tout qu'il y aurait un dialogue de sourds, parce que je pense que les savants de toutes les époques seraient fascinés les uns par les autres et se comprendraient et voudraient apprendre des autres.
Pourquoi pas prendre l'exemple des vieux peuples qui peuplaient la France, puisque nous, on est français, on parle d'ici, ce sera un petit peu plus local. Alors, il y a un distinguo à faire, hein, a priori, ce ne sont pas les Celtes, ni les Gallo-Romains qui ont édifié les mégalithes. La culture mégalithique les a précédés. Et voilà, on appelle Celtes, en général, les peuples indo-européens, d'origine nomade d'ailleurs, qui, tout le temps en poussant vers l'ouest, un jour ont été arrêtés par l'océan, tout simplement. On parle de l'ancienne France, là, hein, qui ne s'appelait pas la France. Et en s'arrêtant et en s'établissant et en se mélangeant aux peuples mégalithiques, qui eux avaient fondé les mégalithes, ont fondé ce qu'on appelle les cultures celtes. C'est ça les Celtes. Peut-être qu'il y a eu un héritage et peut-être qu'ils ont réutilisé les sites mégalithiques, les Celtes, mais ce ne sont pas a priori les bâtisseurs de ces sites. Mais si on parle des bâtisseurs de ces sites qu'on connaît très peu, qui sont mystérieux et intrigants, peut-être qu'ils nous diraient, à nous qui habitons à Vence, regardez, regardez le phénomène astronomique qui se passe avec les montagnes qui bordent votre ville tous les solstices d'été. Le soleil vient illuminer l'ensemble des sommets et montre que les sommets sont alignés naturellement entre eux. Pourquoi vous ne créeriez pas, il s'adresserait à la mairie, à la collectivité, un espace dédié à l'observation de ce phénomène pour que les habitants de Vence soient au courant que de ce point de vue, du point de vue de leur village, ils puissent observer un phénomène solsticiel, comme nous de notre temps. Et voilà, la mairie distribuerait des tracts à ce sujet pour les informer, et pour les informer aussi que un petit chercheur indépendant de cette ville complètement inconnue a émis l'hypothèse que peut-être même cette ville à l'origine a été bâtie parce que de ce point, on pouvait observer ce phénomène incroyable qui met en valeur toutes les montagnes. Parce que les gens qui ont peuplé, qui ont bâti la ville de Vence, qui s'appelaient les Nérousis, c'était un peuple gallo-romain celte, puisqu'il y a moins 1000 avant Jésus-Christ. Les Nérousis étaient vénéraient un dieu des montagnes, Ventour en provençal. C'est un dieu très connu en Provence. Donc voilà, peut-être que quand ils sont arrivés sur cette colline, où il n'y avait pas encore notre ville, Vence, ils cherchaient des sites, et peut-être qu'ils sont arrivés, ils ont regardé au solstice s'il se passait un truc, et ils se sont dit, bah oui, il se passe un truc exceptionnel, c'est que le soleil illumine tous ces monts qui sont représentés par notre dieu tutélaire. Alors c'est là qu'on va se mettre, et puis en plus il y a une source, et puis etc. Et donc voilà. Donc ils nous diraient peut-être ça, les bâtisseurs, aménager un espace dans cette ville pour que les gens voient qu'ils sont aussi en contact avec le ciel et l'environnement. Et ça, probablement que ça serait aussi une boussole utile et intéressante dans une période un peu, enfin pas un peu, dans une période un peu bouleversée où on lit tous les jours à quel point on est déphasé, où on est déconnecté de l'environnement, des autres, de nous. Donc c'est vrai que ça créerait aussi probablement un phénomène collectif, un phénomène de peut-être de reconnexion, de se rendre compte qu'on n'est pas juste avance parce que c'est plus pratique pour le boulot ou parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là, mais de se dire, bah, revoir cette particularité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va dans des villes par souci pratique, sans vraiment se poser la question de qu'est-ce que dit ce territoire. Tu vois, je suis vansoise, j'ai grandi à Vence et je ne connaissais pas en fait les premiers peuples. Donc, pourquoi pas aussi enseigner dans les écoles l'histoire de la ville. C'est vrai on a ce côté un peu uniforme sur du territoire français, on est français, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire être Vensois? Quelle était l'histoire Mm. des Vensois? Et se poser cette question dans chaque village. Je trouverais Mm. ça intéressant aussi que ce soit proposé localement pour compléter en fait cette offre de reconnexion solsticielle. Oui, peut-être juste pour une phrase pour conclure sur ce que tu as dit, je pense que ça aiderait les Vensois à se sentir bien, mais on pourrait faire ça dans plein de villes, à se sentir, comme tu l'as dit, connecté avec l'environnement. Et que le phénomène soit naturel, ce phénomène astronomique que j'évoque, ou que des gens le critiquent en disant que c'est pas scientifique ou je sais pas quoi. En fait, d'un point de vue humain, ça n'a aucune importance. Parce que si on se sent bien, est-ce que c'est pas ça le principal? Quand Mmh. on, le feng shui en Chine, qui est un art de vivre, voilà, qui fait, encore aujourd'hui, beaucoup de villes chinoises construisent des bâtiments selon le feng shui. Bon, il y a des gens qui disent en Occident, c'est ascientifique, c'est pseudo-scientifique, mais d'un point de vue humain, ça n'a aucune importance.
Puisque si les gens le font et qu'ils se sentent bien, ensuite, là où ils vivent, ben c'est ça l'important. Exactement comme la sorcellerie ou la géobiologie en Europe, la radiesthésie, qui sont très anciennes. Au moins, au Moyen-Âge, c'était présent déjà. Bon, ben, si quelqu'un dit la sorcellerie, c'est pas scientifique, il a sa baguette, il cherche. Mais si il aide des personnes à trouver un lieu cool pour qu'ils y habitent et que ces gens se sentent bien parce qu'ils ont fait le rituel avec lui, eh ben c'est ça le plus important. On va quand même pas enlever aux gens des motifs de bien-être et de joie, Mmh. des motifs de satisfaction. Je les Et comprends. ça et en plus, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin aujourd'hui à l'heure où on parle beaucoup de bien-être, mais aussi de burn-out, de dépression. C'est ça. C'est un sujet, super fort en fait de se concentrer là-dessus et il y a, l'OMS, il y a, et différents organismes, internationaux en fait qui parlent aujourd'hui de une santé, One Health et dans laquelle en fait, l'objectif c'est de voir la santé pas uniquement, d'un point de vue humain, mais se dire la santé humaine dépend de la santé de la nature et de la santé des animaux et je trouve que ça va très bien dans ce que tu es en train de dire là et je sais que la métropole de Nice aussi s'engage, sur ce sujet-là. Donc ça permettrait de développer la santé mentale, mais aussi, physique par rapport à l'environnement. Donc je pense que c'est un sujet aussi, extrêmement intéressant à Ouais. aller chercher de ce côté-là. Clairement, il suffit de lire, j'avais pris une autre ressource, je vais vous la montrer. Il suffit de lire, par exemple, la sagesse amérindienne, mais que vous devez connaître, elle a fait le tour du monde. Mmh. Cette magnifique sagesse, beaucoup de peuples étaient nomades, ceux qui parlent dans ces livres, pieds nus sur la terre sacrée. Bon, beaucoup de ces peuples disaient ce que tu viens de dire à propos de l'OMS, c'est-à-dire qu'en fait, l'OMS reprend une vieille définition de la santé. Mmh. On va dans la médecine chinoise traditionnelle, on retrouve cette définition de la santé qui est holistique, qui est un tout. Et on dit bien que la santé, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de maladie. On peut se sentir bien en santé tout en ayant un handicap physique. Je ne dis pas par là qu'il faut du coup s'automutiler pour se sentir bien. On peut se sentir en santé tout en ayant une rhinopharyngite qu'on est en train de guérir. Mmh. Mais on peut savoir qu'on est en santé parce qu'on le sent. Donc la santé, c'est un tout. Et en effet, je veux dire, on ne peut pas nier le fait, tout le monde l'a vécu dans sa chair, on ne peut pas nier le fait qu'en tant qu'être humain, à partir du moment où dans notre environnement, les choses, les êtres et la nature sont maltraités, on ne se sent pas bien. On n'a plus d'estime de nous-mêmes, on ne se sent pas fier de ce qu'on voit. Soit on y participe, on ne se sent pas fier, soit on n'y participe pas, on a l'impression d'être complice, bon, parce qu'on n'agit pas. Donc oui, la santé, c'est un tout. Si on prend soin des choses, de la nature, de l'environnement, qu'on prend soin de notre bien-être, qu'on prend soin les uns des autres, et qu'on prend soin de la façon dont on a de construire nos habitats, puisque c'est la base de notre vie, l'habitat, je pense qu'on sera en santé. Mmh. C'est une belle conclusion en tout cas de le raccrocher à la santé. Un dernier mot de ta part, quelque chose que tu pourrais partager ou peut-être, quelque chose que tu aimerais, communiquer par rapport à ton activité? Ou oui, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. J'avais mis de côté quelques livres parce que c'est un entretien, mais c'est quand même pas mal d'avoir quelques ressources. Vous connaissez tous Platon. Il a écrit ce petit ouvrage, très méconnu, La République, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et dans l'allégorie de la caverne, que vous devez aussi connaître parce qu'on l'étudie en cours, mais on a tendance à ne plus la lire, sur le tard. Il dit cette phrase, je paraphrase, il est en train de parler, c'est un dialogue avec un autre philosophe, un de ses élèves, et il lui dit, «Tu sais, il suffit à des hommes de lever un petit peu la tête de leur quotidien et d'observer ce qui se passe autour d'eux pour se rendre compte bien vite, entre les cycles des saisons, le jour, la nuit, que la cause universelle, c'est le soleil.» Mmh. J'avais envie de citer cette phrase aujourd'hui. La science moderne est incroyable, mais les sciences anciennes l'étaient aussi. La seule chose qui a changé, c'est la méthodologie, qui est plus puissante aujourd'hui et qui a plus de moyens. Mais les anciens étaient tout aussi intelligents que nous. Ils avaient le même type de cerveau. Pas la même façon de penser, mais le même type de cerveau. C'est ça. C'est ça qui peut nous relier. C'est pas la peine qu'on soit dans la science dure, pas la peine. Le soleil, c'est la cause universelle pour nous, les terriens. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'objectif. Si tout le monde se met à y réfléchir, on arrivera à la même conclusion. Je vous laisse méditer là-dessus. Je pense qu'un scientifique moderne ne dirait pas à Platon qu'il se trompe.
Et puis, par rapport à mon activité, ben, ce qui m'occupe en ce moment et qui me tient le plus à cœur, je vous l'ai montré, c'est ce tarot des Croix du Sud, qui est, à mon avis, vraiment destiné à nous, occidentaux sédentaires, et qui peut nous ouvrir une porte sur le voyage, sur le rêve, et qui peut réveiller en nous cette lointaine mémoire ancestrale nomade qui forcément vit dans un coin de notre tête. C'est un tarot qui est destiné, c'est un tarot pratique, hein, c'est pas un oracle. C'est un tarot qui est plutôt son usage, c'est la croissance personnelle, voilà. C'est un tarot philosophique et puis il est destiné à réveiller en nous un mouvement, le mouvement des origines, à nous remettre en route en fait, à nous redonner une forme de dynamique. Et voilà, c'est ce que j'apprends aux étudiants dans les cours, à voir de nouveau l'environnement et la géographie comme des espaces dans lesquels on peut se déployer, mais avec soin, avec conscience. Alors j'invite toute personne intéressée par ce tarot qui ouvre une fenêtre à regarder un petit peu ce que je fais par rapport à ça. C'est mon activité principale. Une formation à ce tarot, une initiation commence en octobre 2023, là, dans quelques jours. Donc un groupe d'étudiants s'est formé et j'ai hâte de commencer à enseigner tout ça. Merci beaucoup Simon et merci aussi pour, cette idée de que je traduirais par l'émerveillement. Émerveillons-nous tout simplement du soleil qui se lève chaque matin et probablement que ça nous reconnectera à toute cette tradition, depuis le début de l'humanité. Merci beaucoup Simon.